phobie, qu'elle soit de droite comme de gauche. Ils l'ont empêché de s'exprimer, et ils ont bien fait pour son islamophobie qui n'est jamais que le nouveau masque du racisme anti-maghrébin, hein, puisque les musulmans en France sont des immigrés, des anciens immigrés maghrébins. Donc on est vraiment bien là dans un petit agent d'extrême droite sioniste, communautaire, qui présente des aspects pathologiques dans sa manière de s'exprimer, et qui a dit une énorme connerie, toujours dans le but effectivement de culpabiliser les Français, et qui se soumettent en fait à une minorité agissante et toute puissante, dont on reviendra pour le démontrer chaque fois un peu plus, et qui se fait passer, c'est sa stratégie que j'avais parfaitement démontrée dans Comprendre l'Empire, pour une minorité opprimée. En fait, en France, il y a une majorité opprimée par des minorités agissantes coalisées. Et on voit d'ailleurs que les deux minorités agissantes les plus puissantes sont la communauté juive organisée et la communauté homosexuelle organisée, à laquelle Caroline Fourest appartient, et qui a des accords d'allégeance et de comment dirais-je, de réciprocité, dans un espèce de partage du pouvoir symbolique et de la domination avec la communauté juive organisée. Hein. Il suffit de regarder le Marais, c'est assez symbolique, hein. Et c'est hiérarchiquement construit comme ça. Hein. Voilà. C'est les deux lobbies puissants, tout le monde le sait. Hein. Le lobby gay, qui n'est pas le lobby, qui n'a rien à voir avec les homosexuels comme individus. Le lobby gay, c'est un truc qui a été monté par Mitterrand via Jacques Lang pour, quand on a lâché les ouvriers, dire que la gauche c'était la différence sociétale, et que finalement ce qui était de gauche, ce n'était plus d'assumer le principe de réalité du travail productif, mais de se faire enculer. Hein, ça est passé de la rose au poing à la fistinière. Donc on voit bien que ça a été une construction pour nous faire croire que finalement ce qui était de gauche, c'était de se faire enculer, et qu'être sodomite, c'était de gauche. Alors que, comme je l'ai toujours dit, la sodomie étant une activité de loisir, le politique se détermine sérieusement par l'activité productive, c'est-à-dire savoir si on est rentier, travailleur productif, salarié, etc., etc. Ça, c'est les vraies catégories de la gauche marxiste. Donc on est effectivement dans cette espèce de construction, effectivement, où aujourd'hui, des gens qui, au nom d'une déviance sexuelle, se font passer pour des progressistes, alors qu'ils sont éminemment plus que des réactionnaires. Ils sont des néofascistes, au sens bien compris du terme, et des sionistes ultra, donc ça c'est Caroline Fourest. Et pour culpabiliser les gens et masquer une domination, ils jouent toujours le jeu de la défense des minorités opprimées, comme si les gays étaient une minorité opprimée, alors qu'ils sont en train d'imposer au peuple de France, on va le dire, le mariage homosexuel et l'adoption homosexuelle contre l'avis de la majorité des Français, mais aussi l'avis de la majorité des homosexuels qui ne se réclament pas de la gaïtude, et exactement comme les juifs du quotidien ne demandent pas que le CRIF parle en leur nom. C'est toujours le même genre de truc. Minorité agissante, abusant d'une parole communautaire pour laquelle ils n'ont pas été mandatés, et finalement persécutant la majorité silencieuse, en se faisant passer pour des minorités opprimées, alors en fait qu'ils ne font que menacer, opprimer, persécuter. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Et donc là, on a ce petit lobby communautaire homosexuel qui se met au service du grand lobby communautaire dont on n'a pas le droit de parler, mais que tout le monde a identifié, et qui raconte qu'il est normal que les Français ferment leur gueule et ne disent rien, alors qu'on voit une domination communautaire sur la France, qu'on peut démontrer par le gouvernement, je ne sais plus comment il s'appelle, le Premier ministre, le gouvernement héros. Hein, il suffit de regarder les ministères. À l'économie et aux finances, vous avez Moscovici, juif roumain, membre du Grand Orient, sioniste ultra. Si moi j'ai adhéré au Parti Socialiste, moi qui suis juif aussi, français, socialiste, c'est en pensant à Léon Blum aussi. Que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Pour faire respecter Léon Blum, soyons dans tout ça. À la police, vous avez Emmanuel Valls, catalan naturalisé français en 82, et qui déclare son soutien inconditionnel à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Aux affaires étrangères, vous avez Fabius. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu, et rapidement. Et qui est à la fois l'homme de la rigueur, l'homme du sang contaminé, et l'homme de la loi Guesso, qui est en fait la loi Fabius-Guesso, où un gros con de communiste en salopette sert toujours d'alibi à un communautaire qui empêche des historiens de travailler sur une période pour effectivement qu'on repasse de la mythologie à l'histoire réelle, puisque finalement on est bien effectivement dans une mythification progressive de la réalité historique, qui s'est d'abord appelé la persécution des Juifs d'Europe, puis l'Holocauste, puis la Shoah. La Shoah est un terme qui n'est pas dans Nuremberg, je précise, et qui arrive dans le monde des États-Unis
au tournant des années 70-80, avec le Lanzmann, le grand spécialiste en France. Shoah, 1985, un film de 9h30 et 12 ans de votre vie. Et c'est depuis votre film qu'on nomme l'extermination des Juifs, la Shoah. Oui, c'est moi qui ai donné le nom. Quand on a fait les cartons d'invitation, la première a eu lieu au Théâtre de l'Empire, on me dit, pour ceux qui rédigeaient les brisoles d'invitation, Georges Craven par exemple, mais quel est le nom de ce film? Je dis Shoah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Shoah. Mais il faut traduire, personne ne va comprendre. Oui, à l'époque, personne ne comprenait. Oui. Et je dis, c'est ce que je veux, que personne ne comprenne. Et c'est devenu Shoah. Et en l'espace de 15 jours, les gens se sont mis à dire la Shoah partout. Donc on est bien on a bien cette domination communautaire, économie et finances, police, affaires étrangères et éducation avec le républicain Payon. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle. C'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, ça ne marche pas, parce que un vieux pays. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion. Que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. D'origine alsacienne, et on citera une petite citation de Napoléon Bonaparte pour voir un peu ce qu'il pensait de la communauté dominante alsacienne déjà en 1806, je crois. Voilà, donc la réalité, c'est une mainmise totale sur la France d'une communauté qu'on n'a pas le droit de nommer tellement elle nous terrifie, et qui fait allégeance à un pays étranger qui pratique comment dirais-je, l'apartheid, voilà. Donc ça c'est la réalité, mais on nous parle en permanence que la France devrait se prosterner devant des gens qui représentent moins de 1% de la population française et demander pardon pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, ce qui va me permettre de rappeler la réalité historique. Le régime de Vichy, qui n'est pas la République, puisque c'est une rupture. La Révolution nationale est une rupture avec la République. Donc sur le plan institutionnel, c'est une parenthèse anti-républicaine dans l'histoire de France. Donc la République française n'a pas assumé cette parenthèse, qui est une parenthèse en plus qui est due à la défaite face à l'Allemagne nazie. Donc il y a une cause extérieure. Et pendant cette période tragique, en premier lieu pour le peuple de France, je rappelle, qui a subi 5 ans d'occupation, des privations, des souffrances, dont ma propre famille a été la victime. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui a répondu à l'espèce de petit machin sur lequel j'étais assis tout à l'heure, en disant bien que mon oncle était bien quelqu'un qui est un héros de la résistance, mais qui n'était pas décoré de l'ordre des compagnons de la libération, parce qu'il était sous commandement anglais dans la brigade Guyane, je crois. Voilà. Enfin, il y a des gens je n'ai pas fait moi la recherche, mais les anciens combattants ont fait la recherche et m'ont envoyé on mettra les liens, mais j'ai pas envie de polémiquer de toute façon là-dessus, parce que même si que mon oncle soit un résistant et un héros de guerre ou pas, de toute façon, je n'aime pas la responsabilité collective, et je n'aime pas le prestige collectif. Tout ça, c'est du tribalisme. Moi-même, je n'ai pas été prisonnier dans un camp, et je n'ai pas été descendu au-dessus de l'Allemagne en avion. Je suis né en 58, donc je ne veux ni me réclamer du prestige de mon oncle, mais ni non plus payer pour les actes immoraux de gens avec qui je n'ai rien à voir et qui ne sont pas la France, qui n'incarnent pas la France. Ni pour moi, selon mes valeurs, ni même d'un point de vue légal, puisque je vous le dis, la parenthèse pétainiste était une parenthèse anti-républicaine, et jusqu'à Mitterrand, normalement, voilà, on ne tombait pas dans cette soumission ultime. Pour rappeler les chiffres, pendant toute la période d'occupation sous le régime de Vichy, il a été déporté 75 000 environ juifs au sens global, dont 25 000 juifs français. Donc les chiffres, c'est pas 6 millions de morts, c'est 25 000 Français de confession juive déportés dans les camps en Allemagne, effectivement avec la complicité du gouvernement de Vichy, et je l'ai fait remarquer la dernière fois, avec la complicité de l'équivalent du CRIF de l'époque, qui s'appelle l'UGIF. Et pour aussi, petite remarque à M. Finkielkraut, c'est pas la France qui mérite sa haine, mais c'est plutôt effectivement l'UGIF. Les associations représentatives des Juifs de France sous l'occupation et sous le gouvernement de Vichy ont eu une stratégie systématique qui était de rendre au Reich allemand les clandestins
juifs qui dépendaient du Reich pour sauver les juifs français. Et c'est pour ça qu'il y a eu globalement 75 000 juifs déportés, dont on dit que la plupart ne sont pas revenus, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tous morts, et on voit qu'il y en a beaucoup qui sont revenus, parce qu'ils sont toujours en train de témoigner aujourd'hui, y compris à l'hôtel Lutetia, quand on leur met pas des nappes, et qu'on leur donne des serviettes en papier. On mettra le lien, une petite histoire qui s'est passée récemment. Mais en fait, les juifs français qui ont subi la déportation sur Tunisie, c'est 25 000. Donc c'est pas 6 millions. Caroline Forest, c'est 25 000, et 75 000 en comptant tous les juifs hors nationalité. Hein. Ce qui est d'ailleurs assez absurde, parce que d'un seul coup, on parle de citoyens français juifs, puis d'un seul coup, ils sont une nation dans la nation, une communauté transnationale, et on parle des juifs. Non, il y avait des Français de confession juive, et puis il y avait des étrangers sur le territoire français illégalement, ce qui étaient souvent des Tchèques et des Polonais. En général, les parents des juifs ashkénazes les plus haineux, comme Finkielkraut, qui sont toujours en train de se venger de la parenthèse pétainiste, en déclarant bien que ce pays mérite leur haine, etc., etc. On voit bien cette haine, mais ce qui est bizarre, c'est que cette haine, ils l'ont envers le peuple français qui n'y est pour rien, et ils ne l'ont jamais contre la communauté organisée incarnée par l'UGIF, qui a vendu leurs parents, comme le dit très bien, je le répète, Maurice Rafchus, dans 2 de ses livres très courageux. Hein, voilà. Donc une fois de plus, Caroline Forest, conne du mois, menteuse comme une arracheuse de dents, malhonnête, et qui là se fait attraper par la patrouille en disant une énormité dont le but est toujours le même, culpabiliser à mort le peuple français sur une période historique totalement mythifiée chaque jour un peu plus, et qui sort chaque jour un peu plus de l'histoire pour être dans le délirant, pour que nous n'osions pas faire remarquer qu'aujourd'hui nous subissons, comme d'ailleurs dans les années 30, on reviendra avec quelques citations, une domination communautaire tellement énorme qu'il faut être... Enfin, que tous les gens la voient, quoi. Je veux dire qu'il faut vraiment aujourd'hui matraquer avec des mensonges comme ça pour que les Français ne se disent pas que finalement la République française ressemble de plus en plus à une émission d'Arthur le samedi soir, où on cherche sur 7 ou 8 invités le goy de service, et parfois il n'y en a même plus. Samedi, les enfants de la télé sont plus de 10